Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronil et compagnie. Cette semaine, pour la dernière semaine du mois de février, je vais vous parler de 12 points à considérer pour une vie de couple épanouie. Alors, je vous invite à vous installer confortablement et puis à prendre le temps pour aller chercher un papier et crayon et on se retrouve de l'autre côté. Alors, rebonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronil et compagnie. Mon nom est Ronil Casséus, je suis intervenante et praticienne certifiée PNL. Ma mission, en fait, j'accompagne toute personne qui désire changer quelque chose, changer un ou plusieurs aspects de leur vie. J'accompagne toute personne qui désire se prendre en main pour atteindre un ou plusieurs objectifs dans leur vie. Alors aujourd'hui, dans la capsule d'intervention du coaching PNL, je vais vous soumettre 12 points à considérer pour pouvoir vivre une vie de couple épanouie, parce que vous savez que vivre en couple, ce n'est pas toujours évident et il m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui m'appellent de tout côté pour non seulement me parler de leurs problématiques, se plaindre de leur partenaire, en fait, ils cherchent des conseils, mais ils ne veulent pas nécessairement ou ne sont pas prêts à consulter. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous soumettre ces 12 points. Et pour ceux et celles qui vont rester à la fin, je vous soumets 3 autres points bonus. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier point, le respect. Vous savez que vivre en couple, c'est un challenge quotidien. C'est un challenge constant. C'est un défi constant pour chaque personne dans le couple. Pourquoi? Parce que il y a deux personnes qui ont qui ont eu une éducation différente, qui ont un bagage, qui a chacun un bagage différent, qui ont des croyances différentes, qui ont des blessures différentes. Et puis, ces personnes-là se rencontrent, décident de se marier ou non, décident de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Et c'est alors que va commencer toutes sortes de péripéties. Et il peut arriver qu'au début, ça va bien et avec les années, ça se détériore. Comme aussi, il peut arriver que dès les premiers instants, il y a toutes sortes de problématiques qui se présentent et qui met en couple le bonheur ou l'épanouissement du couple. Alors, le premier point, le respect. Pourquoi le respect? Parce que vous savez que si on ne se sent pas respecté dans une relation, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre travail, peu importe où est-ce qu'on va aller, le respect est toujours d'une importance capitale parce que lorsqu'on est dans un endroit qu'on ne se sent pas respecté, on n'a pas envie d'y rester. Et quand on parle de respect, donc c'est une démonstration de considération que on éprouve, c'est un sentiment de considération qu'on éprouve envers une autre personne. Donc, quand on parle de respect, ça se fait à différents niveaux, que ce soit de la façon qu'on s'exprime, qu'on parle à la personne, que ce soit de respecter ses décisions, de respecter ses différences, de le respecter à part entière. Et par exemple, si une personne dit non, qu'il ne veut pas telle chose, eh bien, peu importe la raison, on respecte ce que la personne dit, on respecte la personne aussi dans ses différences au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau de bagage, au niveau de sa façon d'être. Respecter, c'est aussi accepter la personne dans son entièreté et prendre la décision de vivre avec, malgré que tout ce qu'il y a, ce n'est pas tout ce qu'il y a chez l'autre personne qui nous plaît ou qui nous font du bien. Cependant, respecter consiste à considérer l'autre personne, considérer ses besoins, considérer son point de vue, ne pas écraser la personne, ne pas le dénigrer, ne pas le minimiser. Par exemple, lorsque votre partenaire va vous parler va vous dire que vous l'avez blessé ou vous l'avez irrité ou bien telle chose l'a dérangé. Donc, ce n'est pas de rire et puis de le dénigrer. Et puis, même si on ne comprend pas toujours pourquoi la personne ressent
telle émotion, mais c'est de considérer ce que la personne nous a dit et c'est de aussi faire l'effort pour voir comment est-ce qu'on peut réparer la chose, comment est-ce qu'on peut faire plaisir aussi à la personne tout en nous respectant bien sûr, comment est-ce qu'on peut manifester de la considération l'un envers l'autre dans notre vie de couple et le respect, c'est vraiment, ce n'est pas une question d'achat, de présent, de dépenses, c'est vraiment au niveau de la considération que vous avez avec l'autre personne quand vous êtes avec lui ou avec elle. Deuxième point à considérer, c'est le point de la communication. Vous savez que la communication peut être un sujet complexe. Pourquoi? Parce que on prend pour acquis que on sait bien communiquer et puis que quand on dit une chose, l'autre personne doit comprendre. Ce qui est faux parce que entre ce que nous disons et ce que l'autre personne comprend, il peut y avoir un fossé. Pourquoi? Parce qu'en PNL, il y a un adage qui dit que la carte n'est pas le territoire. Ce n'est pas parce qu'une chose signifie ça pour toi qu'elle va signifier ça pour l'autre personne. Donc, c'est important que lorsqu'on communique, de faire attention à notre ton de voix, à notre timbre de voix, à notre rythme qu'on parle, avec le volume aussi qu'on parle. Je sais que il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Ronit, moi, c'est pas de ma faute, je parle fort. Il y a une différence entre parler fort parce que vous avez une voix qui porte versus crier. Donc, c'est important de garder un ton qui manifeste qui démontre un certain respect. Et aussi, lorsqu'on communique, c'est important de reformuler ce que l'autre personne dit et de s'assurer que nous avons bien compris la même chose. Parce que puisque nous avons des bagages différentes, nous avons aussi une éducation différente, nous avons eu des blessures, un parcours, des facteurs différents qui nous ont influencés. Il se peut que nous puissions utiliser un mot qui n'a pas du tout la même signification pour l'un comme pour l'autre. OK? Et il y a aussi la différence de culture. Quelqu'un qui a grandi au Québec, une expression peut vouloir dire ci, alors que quelqu'un qui n'a pas grandi au Québec, même si on est en couple, ça ne veut pas dire que pour nous, ça veut dire la même chose. Donc, c'est super important que lorsqu'on communique, qu'on soit conscient aussi des paroles, de prendre conscience du poids et du pouvoir des paroles. On peut être porté à dire des choses pour rigoler et l'autre personne peut aussi le prendre mal parce que pour différentes raisons, qui lui relie à son passé ou qui rappelle certaines choses de son passé, la personne peut se sentir blessée, peut se sentir offensée et c'est important de considérer l'état de l'autre personne lorsqu'on communique et c'est aussi important de prendre le temps d'écouter. L'écoute active est aussi très recommandée lorsqu'on parle, lorsqu'on communique ensemble. Il y a aussi le fait que lorsque, par exemple, si on est en colère, l'autre personne va nous parler, mais on ne va pas du tout écouter. On peut être plus empressé à répondre qu'à écouter. Et ça, ce n'est pas recommandé parce que vous savez que lorsqu'on est en colère et qu'on ne prend pas le temps de considérer ce qui va sortir de notre bouche, ça peut faire beaucoup de dégâts. Lorsqu'on parle de communication, il y a aussi différents types de communication. Il y a différentes façons de communiquer. On parle de la communication verbale, donc ce que tu dis, comment tu le dis, sur quel ton que tu le dis. Mais il y a aussi la communication non verbale, ce que tu ne dis pas, ce que tu penses, mais qui transparaît dans tout ton être. Donc, vous savez, pour certaines communautés, par exemple, chez la communauté noire, des fois, il nous est même pas nécessaire de parler pour se faire comprendre. On se fait comprendre, par exemple, surtout lorsqu'on a des enfants, avec un regard, avec une expression, avec un onomatopée. Donc, il y a différentes façons qu'on peut projeter un message, on peut dire quelque chose à l'autre sans nécessairement parler. Il y a aussi les gestes. Donc, lorsqu'on parle, quels gestes qu'on utilise. Et puis, notre posture. Euh, Comment qu'on se tient. Par exemple, si je dis que je suis de super bonne humeur, mais mes poings sont fermés, je risque d'être incohérente ou d'être incongruente. Donc, ce qui veut dire que je dis que je suis de bonne humeur, mais je les poings fermés comme si j'étais en colère. Donc, vous voyez que des fois, ce sont des choses
on ne tient pas compte ou on n'a pas considéré et puis on se demande pourquoi est-ce que l'autre personne, elle est fâchée ou se met dans un tel état. Mais ce sont tous des aspects que je vous invite à prendre en considération lorsque on communique. Donc, prendre le temps de dire les choses, prendre le temps de reformuler les paroles de l'autre pour s'assurer que est-ce que c'est bien ce que tu as dit, prendre le temps aussi de valider la signification de ce que la personne a dit, de ne pas prendre pour acquis, ah ben oui c'est ça, de ne pas aussi interpréter. On peut être porté à interpréter les choses parce qu'on a eu des expériences négatives par le passé, donc on peut être porté à interpréter que telle chose veut dire ça, oh s'il a dit ça c'est parce que ça, donc de ne pas faire de lecture de pensée, de ne pas attribuer des pensées ou des paroles que l'autre n'a pas dit ou n'a pas fait mention. Donc c'est super important aussi d'apprendre à écouter, donc à moins parler et à écouter plus. C'est pas pour rien que nous avons deux oreilles mais une bouche. Donc c'est très important qu'on applique ce principe dans notre vie de couple. Et lorsqu'on parle de s'exprimer, il se peut aussi que, par exemple, si vous êtes dans un moment de colère, que vous êtes incapable de parler ou de mettre un mot sur ce que vous ressentez, je vous invite aussi à trouver d'autres moyens de, de, de parler ou de dire ce que vous avez à dire à la personne. Ça peut être par écrit, ça peut être aussi dans un message audio, un message vidéo, ça peut être en lui envoyant une carte. Donc, il y a différentes façons de s'exprimer, il y a différentes façons de faire comprendre un message à l'autre et de faire passer notre point de vue sans nécessairement que ça soit désagréable, dénigrant ou irritant pour nous, mais aussi pour l'autre personne. Et quand on parle de communication aussi, il y a différentes façons que l'on capte. Donc, certaines personnes vont être de type visuel. Donc, lorsque ils comprennent plus en regardant ou en lisant les choses. Donc oui, lorsque vous parlez, ils vont vous entendre, ils vont vous comprendre, sauf qu'au niveau de leur cerveau, au niveau de la rapidité à laquelle ils vont capter ou comprendre la chose peut différer. Donc si ce sont des gens qui sont visuels, donc eux, lorsqu'ils regardent quelque chose, lorsqu'ils lisent quelque chose, ils peuvent le comprendre beaucoup plus vite que d'autres personnes. Il y a les personnes qui sont auditives. Donc, les personnes qui sont auditives, donc, et eux, ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin que vous répétez parce que ils sont auditifs. Donc, c'est leurs oreilles qui est plus développée lorsque ils veulent assimiler quelque chose. Et il y a aussi la troisième type de personnes qui sont de type kinesthésique. Ce sont des gens que eux, ils comprennent pas plus par le toucher ou ils ressentent plus les choses. Donc, vous voyez que ce sont trois façons différentes qu'on peut avoir à encoder ou à recevoir un message. Donc, ce qui veut dire que c'est pas parce que tu parles que l'autre comprend tout ce que tu lui dis, même si tu prends pour acquis, même si tu te dis, ben, c'est simple, je vois pas qu'est-ce que la personne n'a pas compris, mais parce que justement, il y a ces différents facteurs et ces différents types de canaux. Donc, il peut être important à prendre le temps d'identifier quel est celui de votre partenaire, quel est celui de votre conjoint pour pouvoir aussi avoir une meilleure communication. Et en parlant de communication, une chose qui est super importante, c'est aussi lorsque vous allez prendre des décisions, c'est important de les prendre de commun accord. Donc, ce n'est pas parce que j'ai dit ça que automatiquement ça veut dire que c'est ça qui va se faire, mais c'est de vérifier, de valider que nous sommes tous les deux d'accord ou nous allons trouver un terrain d'entente pour opérer, pour faire telle chose ou telle chose. Et puis, lorsque en communiquant, on, on, on prend les décisions ou on fait les choses de commun accord, ce que ça fait, c'est que non seulement ça solidifie votre couple, ça consolide votre couple, et ça va être plus difficile de rentrer dans votre foyer et de semer la division. Et en plus, ce que ça va faire aussi, ça va aussi booster ou ça va établir une confiance dans votre foyer ou dans votre couple qui sera plus difficile à ébranler parce que vous savez que lorsque une personne est d'accord et l'autre n'est pas d'accord, il y a déjà une fissure qui se crée dans votre couple. Que vous soyez marié ou non, lorsqu'il y a discorde, lorsqu'il y a division et on ne fait pas les choses de commun accord, il y a une irritation, il y a une distance interne qui se crée
Et là, déjà, il y a fissure dans votre couple et cette fissure-là, très souvent, on peut ne pas en être consciente et il y a d'autres facteurs qui vont venir contribuer à élargir cette fissure et ça va créer un fossé qui risque de devenir un fossé. Et de fil en aiguille, on peut voir le couple s'éloigner sans nécessairement comprendre pourquoi. Donc, c'est super important que vous puissiez bien communiquer, que vous puissiez que vous assurez de vous comprendre et aussi de faire les choses, de prendre des décisions de commun accord. Ensuite, l'autre point à considérer dans un couple, c'est la place de l'humilité. Quel type de conjoint, quel type de partenaire êtes-vous? Est-ce que vous êtes un partenaire orgueilleux, orgueilleuse, ou bien vous êtes quelqu'un d'humble, vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas de problème de recourir à l'humilité. Lorsqu'on parle d'humilité, c'est non seulement de reconnaître lorsqu'on a raison, de reconnaître lorsqu'on a tort, reconnaître, prendre conscience qu'on a tort, qu'on a mal agi, qu'on a mal parlé, c'est une première étape. Il y a une étape aussi importante qui est de demander pardon, qui est de s'excuser. Donc, dans plusieurs couples que je côtoie ou qui me sollicitent, donc l'une des choses, c'est que les gens ont de la difficulté, l'une des problématiques, c'est que les gens ont de la difficulté à reconnaître qu'ils ont tort, c'est toujours la faute de l'autre, on se lance la balle, on se lance les accusations à gauche, à droite, on ne reconnaît pas que lorsqu'on foire ou lorsqu'on n'a pas bien agi. Et ça risque de nuire non seulement au fonctionnement de votre couple, mais aussi à la qualité de votre relation. Donc, c'est vraiment important de donner une place dans votre couple à l'humilité. Donc, il n'y a pas de personne plus importante que l'autre. Il n'y a pas de personne plus grande que l'autre. Lorsqu'on s'aime et qu'on veut que ça marche, c'est super important de faire preuve d'humilité. Donc, lorsqu'on a tort, et même quand que des fois on accepte, on ne reconnaît pas, donc la personne peut dire, oh, tu as mal agi. Non, on ne comprend pas nécessairement pourquoi, ou on ne comprend pas sa réaction, mais puisque la personne nous dit qu'on a mal agi ou lorsque la personne nous dit que ça m'a fait du mal, ça m'a blessé, ça m'a dérangé, ça m'a attristé. Donc, c'est vraiment d'avoir cette humilité de cœur et de s'excuser, de demander pardon, de trouver une façon, en fait, de montrer à la personne qu'on est désolé. Je ne parle pas de faire semblant et puis de faire du marketing et puis juste pour avoir la paix, mais simplement euh, d'être sincère et de reconnaître, oui, je suis désolée, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais effectivement, je t'ai fait du tort et je te demande pardon, je suis désolée. Ensuite, un autre point que on ne parle pas nécessairement souvent, mais que je vous invite à considérer, c'est l'importance de vous instaurer un code de vie. Quand je parle de code de vie, on peut l'entendre comme une liste de règlements. Cependant, ce n'est pas des règlements pour être dans la contrainte, mais plutôt un code de vie de votre couple ou de votre foyer. Pourquoi? Parce que dans un monde où est-ce qu'on vit beaucoup sur les apparences et puis avec les réseaux sociaux et puis que tout le monde a l'air super, tout le monde a l'air extraordinaire, moi, je pense que je trouve que c'est important de prendre le temps ensemble de se faire un code de vie qui concerne que vous, qui vous rejoint que vous. Je ne parle pas de faire comme YouTube a dit, comme si a dit, comme ça a dit. Tout le monde a une opinion sur la chose, mais de vous instaurer un code de vie qui vous rejoint, vous, selon vos objectifs, selon vos désirs, selon vos goûts, selon où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous voulez aller. Donc, que ce code de vie vraiment soit à votre image et à votre image seule. Et c'est important que que vous retrouvez dedans, que vous soyez bien dedans, que ça ne soit pas contraignant et déplaisant. Mais nous, on a une façon de fonctionner qui est comme ça, comme ça. Ça peut être, nous, on veut se payer un voyage ou, je sais pas moi, tous les 3 mois. Donc ça, c'est vous. Vous allez vous allez arranger vos finances en conséquence, vous allez prendre vos décisions en conséquence. Et ça, c'est la réalité de votre couple. Prenez note ou soyez conscient que chaque couple est différent. Oui, nous avons des similitudes, nous pouvons avoir des ressemblances, mais chaque couple a des choses bien spécifiques à eux. Ce n'est pas parce que le voisin fait ça, le voisin se parle comme ça, que nous, on doit faire la même chose. Nous sommes
des individus à part entière et ensemble, on est un couple à part entière. Donc, c'est important de vous instaurer un code de vie qui vous honore et qui vous fait plaisir qu'à vous. Ensuite, la complicité. Quelle est la place qu'occupe la complicité dans votre couple? Vous savez que être en couple demande beaucoup de remises en question, demande de s'analyser constamment, de faire des efforts, d'être patient. Donc, ça demande beaucoup de choses. Et justement, l'une des choses qui peut vous aider à passer au travers de vos difficultés, c'est la complicité de votre couple. Oui, si vous êtes partenaire, si vous êtes mari et femme, ou peu importe, si vous êtes conjoint, c'est bien, vous entendez bien, c'est super. Cependant, à part cette relation-là, quel est votre autre lien? Avez-vous un autre lien? Donc, avant où cette personne est-elle devenue votre ami, votre partenaire, votre complice, votre complément? Donc, c'est important d'être en relation, si possible, avec une personne ou de développer avec une personne, notre partenaire, notre conjoint, une complicité autre que juste c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe. Parce que lorsque vous allez être en difficulté, lorsque votre couple, vos sentiments, vos émotions vont avoir des up and down, c'est important d'avoir d'autres raisons sur lesquelles se rabattre, en fait, des raisons qui vont vous motiver à vouloir restaurer, vouloir aller chercher de l'aide, vouloir travailler sur le bien-être de votre couple parce que oui, vous êtes un couple, vous êtes des conjoints, vous êtes des partenaires, mais aussi si vous êtes des collègues, des complices, des partenaires, vous êtes une équipe, quoi, en fait. Oui, il y a le couple, mais aussi vous êtes une équipe. Donc, lorsque les choses vont être plus difficiles, eh bien, vous allez vouloir garder cet autre aspect de votre couple qui est que c'est soit votre ami ou votre complice. Par exemple, à la maison, moi j'ai un fils, oui, et j'ai aussi mon mari, oui, il est mon mari, mais il est aussi mon meilleur ami et il est mon conseiller. Il est aussi donc intervenant. Donc lorsque j'ai besoin de conseils au niveau du travail, je me réfère beaucoup à lui. Donc autre que l'aspect qu'il y a une case qui est oui, il est mon mari, mais il est aussi mon partenaire, mon complice, mon complément. Donc, il a les choses que je n'ai pas. J'ai des choses qu'il n'a pas. Donc, ensemble, nous formons euh, le complément de l'autre. Et lorsque, par exemple, le couple, on éprouve certaines difficultés, bien alors on va faire des efforts pour au moins retrouver notre amitié. Donc oui, on n'a peut-être pas envie de parler avec la femme ou le mari, mais on a envie de retrouver notre ami, on a envie de retrouver notre complice, on a envie de retrouver notre partenaire de crime. Je parle de crime positif, bien sûr. On a envie de retrouver notre bras droit. Donc, quel est votre niveau de complicité? Est-ce qu'il y a de la complicité dans votre couple? Lorsqu'on vous regarde, est-ce qu'on voit que vous vous complétez? Est-ce qu'on voit que vous êtes un duo ou bien tout simplement vous êtes deux colocataires qui habitaient ensemble et qui payaient les factures? Donc, si c'est juste ça, lorsque le couple va avoir des débats, alors ça peut être plus difficile de ramener l'harmonie, de ramener le bonheur dans votre foyer. Ensuite, on va parler des intérêts communs et des projets en commun. Quelle est la place qu'occupent les intérêts communs? Avez-vous des intérêts communs? Il se peut que dans votre couple, que vous ayez beaucoup d'intérêts en commun et il se peut aussi que vous en ayez très peu ou pas du tout. Peu importe que si vous en avez beaucoup, c'est super, gardez-les et continuez à les nourrir. Et si vous en avez peu, gardez le focus sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas. Donc, si vous avez 2, 3, 4 points en commun, misez là-dessus, capitalisez là-dessus, gardez le focus sur ce que vous avez en commun, ce qui vous met ensemble, ce qui vous garde ensemble, ce qui vous motive à rester ensemble. Donc, quels sont vos intérêts communs?
Quels sont vos intérêts communs? Je vous invite d'ailleurs à prendre le temps de vous poser la question et de les lister. Lister ces intérêts. Quels sont les intérêts qu'on a en commun? Et puis, ça va vous donner aussi une occasion de passer du temps ensemble, d'échanger, de parler. Donc, listez les intérêts que vous avez en commun et amplifiez-les. Comme ça va amener une note positive dans votre foyer. Vous allez avoir le regard sur quelque chose de positif et non pas sur vos manques ou ce que vous n'avez pas. Ensuite, quand on parle de commun, d'intérêt en commun, quels sont les projets que vous avez en commun? Avez-vous des projets en commun? En avez-vous déjà eu? Oui, non, c'est vous qui savez, mais est-ce que vous avez des projets en commun? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des projets en commun? Parce que vous savez que l'être humain est un être assez particulier. Lorsqu'on parle d'amour, lorsqu'on parle d'émotions, nos émotions sont portées à avoir des ups et des downs. Donc, lorsque l'amour est moins présent, lorsque nos sentiments sont chamboulés, eh bien, lorsque le couple aussi va vivre des difficultés, quelles sont les autres motivations qui peuvent nous garder ensemble? Qu'on ne reste pas ensemble par obligation, mais simplement parce que nous avons bâti quelque chose, nous avons bâti des choses, nous avons construit. Des fois, ça peut être au niveau physique, certes, mais ça peut être aussi à d'autres niveaux que vous avez construit des choses ensemble. Vous avez mis sur pied des projets, vous avez réalisé des choses ensemble que lorsque on vous regarde, lorsque vous vous regardez, lorsque vous voyez certaines choses, vous vous identifiez, ah, ok, ça c'est nous. Il y a eu des choses individuelles, mais ensemble, qu'est-ce que vous avez bâti? Qu'est-ce que vous avez construit? Et un couple qui ne bâtit pas de choses ensemble, qui ne construit pas des choses ensemble, eh bien c'est un couple qui est plus influencé à ce que lorsque les choses sont plus difficiles, eh bien tout le monde prend son clic et ses clics et ses claques et puis peut laisser tomber avec tellement de facilité parce que de toute façon, on n'a pas bâti grand-chose ensemble ou on a bâti tellement peu ensemble que personne a rien à perdre ou presque. Alors là, c'est plus facile à laisser aller les choses, laisser tomber les choses. Alors, versus un couple qui avait pris des années pour bâtir des choses, eh bien, avant d'abandonner, ils sont portés à considérer différents moyens, différentes possibilités pour garder leur couple, pour maintenir leur couple en vie et en bonne santé. Ensuite, prochain point, quelle est votre évolution? Quelle place a l'évolution et le développement dans votre couple? Et quand je parle d'évolution ou de développement, je parle de développement ensemble, donc au niveau du couple, au niveau du foyer. Parce que vous savez que lorsque vous êtes en couple, lorsqu'on est en couple et puis que une personne décide par exemple de retourner à l'école ou bien d'aller s'instruire ou de se développer dans un domaine que ce soit personnel ou professionnel, eh bien, après un certain temps, le langage de la personne va changer, ses croyances vont changer, même son mode de vie peut être changé. Et l'autre personne qui est soi-disant restée à la maison ou bien qui est restée au même niveau, eh bien, il risque de se créer un écart entre les deux. Et lorsque cet écart se creuse, si rien n'est fait, eh bien, le couple peut risquer de finir par se perdre graduellement, tout simplement parce qu'ils ne semblent être plus sur la même planète, ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes désirs, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils ne regardent plus dans la même direction, et ce, même s'ils s'aiment. Donc, un couple qui ne grandit pas ensemble, qui ne progresse pas ensemble, peut être voué à l'échec ou bien c'est un des facteurs qui va influencer la séparation parce que les deux vont devenir un peu étrangers l'un à l'autre. Je ne dis pas que on doit forcément grandir à la même vitesse, mais c'est important que le couple demeure en mouvement et non pas que un continue à progresser et que l'autre reste au même niveau ou bien progresse à très petits pas. Donc ça va créer un écart et lorsque l'écart devient trop grand, eh bien il peut devenir plus difficile pour les deux de se retrouver et de continuer leur chemin ensemble. 10e point, les moments de qualité. Mesdames et messieurs, je vous demande dans votre couple, quelle est la place
qu'ont les moments de qualité dans votre couple. Vous savez, on vit dans un monde qui fonctionne à 50 km/h avec des agendas super chargés, sursollicités de partout. Alors, où est-ce que la famille prend moins de place et que la performance, le succès prend plus de place? Euh, il faut faire attention à notre couple, à mettre dans nos agendas des périodes de moments de qualité avec notre partenaire. Je vous suggère, je vous conseille au moins d'avoir un moment de qualité par semaine. Vous pouvez en avoir à tous les soirs, à tous les jours, mais au moins ayez un moment de qualité par semaine dans votre couple. Pourquoi l'importance d'avoir ces moments de qualité? Parce que c'est c'est dans ces moments-là que vous vous retrouvez, que ces moments-là sont dédiés qu'à vous, pas aux enfants, pas à la famille, pas au travail, pas au ministère, peu importe, ces moments sont consacrés que pour vous deux. Vous retrouvez, vous parlez, vous reposez, vous levez dans les bras l'un de l'autre, peu importe. Des moments de qualité, ce n'est pas nécessairement des achats de cadeaux, des grandes dépenses. Des moments de qualité peuvent être des choses simples. Ce sont des moments dans lesquels on prend le temps d'être juste nous deux, qu'on se parle, qu'on se retrouve en fait, et puis qu'on passe du temps qui nous fait plaisir, nous deux, ensemble. Et ces moments de qualité sont importants pour la survie, pour le bien-être, pour la progression et pour le bonheur de votre couple. Et je sais que, par exemple, si vous êtes maman, on peut avoir tendance à se sentir coupable lorsqu'on prend ces temps de qualité, mais je vous invite à vraiment vous faire violence parce que ces temps de qualité sont nécessaires à maman, sont nécessaires à papa, sont nécessaires à chacun de nous, chacun de vous, pour pouvoir se retrouver, se ressourcer et ensuite pouvoir donner à tous ceux autour de nous qui nous sollicitent. Et ça permet aussi que on met tout de côté et qu'on se concentre sur son foyer, sur l'un sur l'autre. Et lorsque c'est fait de commun accord et c'est fait dans, 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 dans le respect et tout ça, donc c'est très plaisant d'avoir des moments des moments de qualité pour consolider votre foyer. 11e point, l'affection. Quelle est la place qu'occupe l'affection dans votre couple? Quand on parle d'affection, c'est super important de ne pas mélanger avec euh, la sexualité. Dans un couple, la sexualité demeure l'un des points les plus importants. Donc, c'est super important que les deux soient satisfaits, que les deux apprennent à se faire plaisir, à vraiment apprendre à se connaître et à continuer à se découvrir au niveau sexuel. Cependant, là, je parle d'affection, donc les gestes d'affection, les mots d'affection, que ce soit chez vous, que ce soit à l'extérieur, en public, quels sont vos gestes d'affection? Avez-vous des paroles d'affection pour votre partenaire? Quand on parle de gestes d'affection ou de paroles d'affection, donc un des gestes d'affection, c'est jouer dans les cheveux de l'autre, lui tenir la main, le taquiner, vraiment, ça peut être aussi par des bons mots, de lui dire qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, qu'on est content d'être avec lui, de son partenaire. Donc, des mots euh, qui édifient, des mots qui lui font plaisir. Donc, des mots d'affection, je t'aime, lui donner des surnoms. En fait, c'est important de donner une place aux gestes et aux mots d'affection affectif dans votre couple. Donc l'affection, ce que ça fait, ça va faire que
Ça va aussi détendre l'atmosphère, ça va aussi jouer sur votre complicité, ça va jouer sur votre bien-être, ça va jouer sur le naturel de votre couple. Donc, ça va aussi baisser la charge émotionnelle lorsqu'il y a conflit. Donc, lorsqu'on a des petits gestes d'affection d'entre nous, ça va aussi amener amener du réconfort. Donc, c'est important d'avoir des gestes d'affection sans nécessairement que ça soit sexuel, à ne pas confondre. Donc, jouer dans les cheveux de votre conjoint, de votre conjointe, donc toucher toutes ses oreilles, toucher sa main, donner des petites tapes. Donc, il y a plein de façons d'avoir, même de l'habiller, de l'arranger le matin ou lorsqu'il ou elle part travailler. Bref, il y a plein de petits gestes d'affection, de déposer un petit mot dans son sac à lunch, de lui envoyer un message texte. Bref, il y a plein de façons d'être affectueux ou affectueuse, donc de démontrer son affection dans un couple. Et chacun de ces gestes, ce que ça va faire, c'est comme, en fait, ça va, c'est comme un peu un dépôt qu'on fait à la banque. Donc, chaque fois qu'on va déposer, et comme ça, afin qu'il n'y ait pas de manque, que votre partenaire ne se sente pas délaissé, méprisé, négligé. Donc, que vous ayez toujours pour lui ou pour elle un petit geste d'affection. Et parlant d'affection, c'est aussi super important de prendre ou de développer l'habitude de lui dire que vous l'aimez, parce que lorsque le matin, surtout, que vous vous quittez pour aller travailler, vous ne savez pas de quoi la journée sera faite. Vous ne savez pas si vous allez voir votre conjoint en fin de journée. Donc, on prend pour acquis qu'on va aller voir. Mais nul d'entre nous n'avait cette assurance que oui, il part maintenant ou elle part maintenant et que euh, je vais le voir ce soir. Donc, à chaque fois, c'est toujours une grâce. Donc, prenez l'habitude, développez l'habitude de lui dire que vous l'aimez, que vous l'appréciez, que vous notez ce qu'il fait, vous notez ses progrès. Donc, de vraiment l'édifier et puis de lui faire savoir ses bons côtés, ses bonnes choses, en fait. Comme ça, si il y arrive, s'il devait arriver quelque chose, eh bien, la personne n'aurait pas à se questionner si vous l'aimez, si vous le considérez ou pas. Ensuite, le 12e et dernier point, c'est l'importance de complimenter votre partenaire. Et oui, ce, ce, ce n'est pas quelque chose qu'on parle souvent parce qu'on est souvent dans les dépenses, se gâter, blablabla, s'offrir des cadeaux et tout. Cependant, se complimenter, c'est quelque chose qui est peut-être banal, mais qui a un grand pouvoir sur le couple et un grand pouvoir sur chaque individu dans le couple. Donc, l'importance de se complimenter, de dire à votre partenaire qu'il est beau, qu'il est belle, qu'il fait bien telle chose, qu'elle fait bien telle chose, qu'il est bon dans ci, de lui parler de ses compétences, de ses points forts, de ses qualités. Donc, n'hésitez pas à le complimenter ou à la complimenter. Et quand je parle de complimenter, je ne parle pas de faire ça à la façon politique. Je parle de faire ça vraiment avec sincérité. Donc, lorsque vous regardez votre partenaire, il ou elle a sûrement des points positifs, des choses que vous aimez beaucoup. Eh bien, mettez l'accent sur ces choses que vous aimez beaucoup et réduisez l'accent sur les choses que vous aimez moins, sur les choses un peu moins agréables ou un petit peu plus négatives ou limitantes. Donc, misez sur les bonnes choses qu'il y a chez votre partenaire. Et ce que ça va faire, non seulement ça va lui faire du bien, ça va vous faire du bien et ça va aussi contribuer à avoir une meilleure dynamique de couple. Donc, lorsqu'une personne reçoit des compliments, c'est toujours plaisant. Personne peut me dire que, oh, moi, je n'aime pas qu'on me complimente, je n'aime pas recevoir des mots positifs. Et si jamais c'est le cas, c'est parce que vous avez des blessures qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas réglées, et je vous invite à les régler. Autrement, on aime tous recevoir des compliments, on aime tous recevoir des bons mots, et user de ça, utiliser vraiment n'ayez pas peur à complimenter ses habits, sa façon d'être, vraiment ses aptitudes. Et puis, pour que non seulement quand on se sent bien,
on a envie de retransmettre, on a envie de redonner à nouveau. Donc comme ça, des fois, il se peut que l'autre personne ne parle pas beaucoup ou bien est moins portée à complimenter. Cependant, je vous assure que si vous développez l'habitude de le faire, veut ou veut pas, ça va finir par déteindre sur l'autre personne et ainsi de suite, ça va renverser une dynamique négative ou un peu néfaste et ça va vraiment aider votre couple à avoir une meilleure dynamique. Donc, voilà pour les 12 points. Je vous avais promis à tous ceux et celles qui resteront jusqu'à la fin 3 points bonus. Alors, voici les 3 points bonus. Le premier point bonus, c'est l'admiration. Oui, oui, c'est un sujet ou c'est un point qu'on ne parle presque jamais de son importance dans le couple. Cependant, je vous assure que avoir de l'admiration pour votre partenaire a un rôle assez considérable dans votre couple parce que il est difficile, voire presque impossible d'aimer et d'honorer quelqu'un pour qui nous n'avons pas d'admiration. Donc, ça risque de devenir très mécanique, très machinal. Donc, quel est votre taux, quel est votre niveau d'admiration pour votre partenaire? Si en ce moment vous n'en avez plus d'admiration, est-ce que vous en avez déjà eu? Et si vous n'en avez plus et que vous en avez déjà eu, qu'est-ce qui fait que vous en avez plus? Que s'est-il passé? À quel moment que vous avez arrêté d'admirer votre partenaire? Parce que l'admiration, c'est un sentiment qui se transmet à travers les yeux, à travers nos gestes. Donc, lorsqu'on admire quelqu'un juste par le regard, la personne le comprend et la personne se sent importante, se sent honorée. Alors, je vous demande quelle est la place de l'admiration, quelle est la place qu'a l'admiration dans votre couple. Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez, que vous avez considéré ou que pas du tout avant aujourd'hui, ça ne vous était jamais passé dans l'esprit? Qu'il était important d'admirer la personne avec qui vous êtes. D'ailleurs, si vous ne l'admirez pas, quelqu'un d'autre à l'extérieur va l'admirer dès quelqu'un d'autre. Les autres personnes vont l'admirer. Donc, c'est toujours bien d'avoir de l'admiration, d'éprouver de l'admiration pour son partenaire. Et vous allez voir que ça change pas mal de choses. Lorsqu'on admire quelqu'un, on a envie d'être avec, on a envie de le complimenter, on a envie de le célébrer, on a envie de l'honorer, on a envie de l'aimer, de le gâter. Donc, on admire cette personne. Donc, pour nous, être avec cette personne, c'est facile, quoi. Alors, deuxième point bonus, c'est, je vous ai parlé de l'admiration. Deuxième point bonus, c'est quelles sont vos croyances au sujet de votre couple. Avez-vous déjà pris le temps de noter ou de prendre conscience de vos croyances dans votre couple? Qu'est-ce que je veux dire par croyance? Donc, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous croyez de votre couple? Qu'est-ce que vous croyez de votre partenaire? Est-ce que vous croyez qu'il est un bon partenaire, qu'il est un bon mari, qu'il est un bon ou une bonne conjointe? Ou est-ce que vous croyez que c'est une mauvaise personne, que ce sont des points que négatifs? Quelles sont vos croyances? Que croyez-vous au sujet de votre couple? Est-ce que vous croyez que vous êtes un couple qui est ensemble parce que vous n'avez pas eu le choix? Est-ce que vous croyez que vous êtes un couple qui est ensemble par habitude? Est-ce que vous croyez que vous êtes un couple sensationnel et que lorsque vous êtes quelque part, vous changez les choses, vous amenez une joie? Qu'est-ce que vous croyez de votre couple? Et je vous invite à faire cet exercice. Notez, qu'est-ce que je crois? Quelles sont mes croyances à propos de mon couple? Quelles sont mes croyances à propos de mon partenaire ou ma partenaire? Et notez ces croyances et comparez la qualité de votre couple. Vous allez voir qu'il y a de grandes chances que le reflet de votre couple soit similaire ou identique à vos croyances. Donc, prenez le temps de faire cet exercice. Qu'est-ce que je crois de mon couple? Moi, je crois que mon couple est un couple extraordinaire et qu'on est ensemble pour faire la différence dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Et bien, c'est ce que je crois, c'est ce que je vais voir se manifester. Vous, qu'est-ce que vous croyez de votre couple? Et le troisième point bonus, le dernier et non le moindre, est-ce que vous êtes déjà demandé quelle est la mission de votre couple?
Qu'est-ce qui vous a mis ensemble? Pourquoi est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que c'est simplement parce que vous vous aimez et puis c'est pour vous accoupler, faire des enfants, euh, se marier, acheter une maison, se mettre ensemble, habiter ensemble? Qu'est-ce qui vous a mis ensemble? Qu'est-ce qui vous garde ensemble? Pourquoi êtes-vous ensemble? Pour faire quoi précisément? Donc vous savez que tout comme que vous n'êtes pas sur cette terre par hasard, eh bien, est-ce que la personne avec qui vous êtes, vous avez une mission de couple? Est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que vous vous êtes retrouvé euh, à cause des circonstances? Ou bien est-ce que vous avez cette conviction que vous êtes ensemble parce que vous avez une mission plus grande que juste vous marier, faire des enfants, acheter une maison? Quelle est cette mission? Pour qui est-ce que vous êtes ensemble? Quand je parle pour qui, je parle pas de qui vous a dit d'être ensemble, c'est pas ça que je dis, mais pour qui, pour servir qui que vous êtes ensemble? À qui de plus grand que le fait d'être avec ce partenaire-là? À qui de plus grand cela va-t-il servir? Pour quel groupe de personnes que votre couple est ensemble? Pour faire quoi? Pour qui? Quand? Comment? Parce que je suis convaincue que vous n'êtes pas ensemble juste pour être ensemble. Donc, si vous êtes ensemble, il y a une raison plus grande que juste celle que vous connaissez, que vous pensez. Alors, à qui de plus grand votre couple peut ou doit servir? Alors, voilà, ce sont les points que j'avais à vous soumettre. Donc, je vous invite à prendre le temps de considérer chacun de ces points. Si vous êtes en couple, vous pouvez les analyser tout de suite. Si vous pensez vous mettre en couple, eh bien, ce sont des points à considérer lorsque vous allez être en couple. Et puis, je vous invite à partager la capsule. Si vous avez aimé la capsule, elle vous a été utile, mettez un pouce, écrivez-moi des commentaires, partagez, partagez, partagez à des gens autour de vous qui pourraient en avoir de besoin. Cela ne vous coûte rien. C'est tout à fait gratuit de le partager, de le transmettre à d'autres personnes. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des sujets, des choses qui vous préoccupent, ou tout simplement vous avez besoin d'un coaching, vous avez des objectifs à atteindre, ou vous avez des choses que vous désirez régler, donc, que ce soit des blessures que vous traînez depuis longtemps, que ce soit des blocages que vous voyez qui se répètent dans votre vie, s'il y a un aspect ou un ou plusieurs aspects que vous désirez améliorer, changer, eh bien, n'hésitez pas à me contacter au www.ronildescompagnies.com ou bien soumettez-moi vos questions par Instagram ou à travers la page Facebook. Cela va me faire un réel plaisir de vous répondre, de vous guider, de vous conseiller et ensemble, vous et moi, pour que nous puissions impacter la vie de plus de gens que possible et de les aider à devenir la meilleure version d'elle-même. Alors sur ce, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine dans une autre capsule d'intervention et de coaching PNL. Bye bye!